Ceci est un livre audio autogénéré par Google. La voie du changement. Copyright L'Harmattan, 2011. 5 à 7, rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. http://www.librairieharmattan.com. Diffusion.harmattan@wanadoo.fr. harmattan@wanadoo.fr. ISBN 978 2 296 54 235 8. EAN 9 782 296 542 358. Deli Sesanga Ipungu. La voie du changement. Un pari de la raison pour la RD Congo. Préface de son éminence le cardinal Laurent Monsengo Passigna, archevêque métropolitain de Kinshasa. L'Harmattan. Avant d'entreprendre, il faut penser, avant toute action il y a un projet. Siracide 37. 16. Remerciements. La recherche des voies en vue de la transformation sociale de notre pays constitue une question essentielle qui nous appelle à l'ouverture d'esprit et à des larges échanges sur des sujets d'intérêt commun. Je remercie particulièrement Jean-Marie NkukabonazEBI, Justine KIMAKIMAMBLANDA, Monsieur l'abbé Blaise Onokunji OKAVU et Roger SHAMBUY Ikalala de s'être investis à la lecture de mon manuscrit et pour les échanges combien fructueux que j'ai eus avec eux. Ils m'ont encouragé à poursuivre la rédaction de cet ouvrage nonobstant notre environnement politique, qui n'offre guère à la réflexion la possibilité de conjuguer harmonieusement avec l'action. À Joël, Hermione, Erwan et Hervé pour tout le temps dont vous me gratifiez pour me consacrer au service des autres. Préface. Un livre politique n'est jamais aisé à écrire. Il charrie au fil des pages les convictions politiques de l'auteur et l'analyse indépendante des faits. À ce titre, il demeure aussi le plus délicat à préfacer. En m'engageant à présenter au lecteur le contenu du livre de l'honorable Deli Sesanga, je salue l'initiative d'un appel à la réflexion et à l'engagement pour un nouvel élan dans la marche de l'État congolais. Ce livre paraît à un moment particulier de l'histoire de la République démocratique du Congo. L'an 2010 marque son jubilé d'or de l'indépendance. Ces 50 ans auront été marqués de succès et d'échecs qui invitent à l'imitation de bons exemples pour baliser l'avenir, et à l'abandon de mauvaises pratiques qui ont fait régresser le pays. Le contenu de ce livre est l'expression de l'inquiétude d'un citoyen face à l'avenir de son pays. Penser l'avenir de la RD Congo requiert plus que la simple volonté de méditer, il faut de l'engagement, de la détermination. Les points de vue soutenus par l'honorable Deli Sesanga peuvent être teintés d'une certaine couleur politique, s'empressera-t-on d'objecter. Mais au-delà de ce marquage politique, l'auteur se dépasse fort bien pour répondre à l'exigence de la distanciation nécessaire à un tel exercice. Il interpelle autant la gauche que la droite, le pouvoir et l'opposition. Fustigeant les excentricités des uns et les turpitudes des autres dans le franc-parler qu'on lui reconnaît, Deli Sesanga ne se dérobe pas non plus. Il use courageusement d'un nous, qui revendique son appartenance à cette classe politique qui a des comptes à rendre à la nation et aux populations congolaises. L'originalité de sa démarche réside dans la façon d'entrevoir la transformation du Congo. Ce à partir d'un trinôme où il conjugue l'idée de transformation sociale avec l'exigence de réflexion dans l'action politique et la recherche du milieu, concept emprunté à Michel Foucault, pris comme espace concret de la dure réalité de vie des populations. Employé plus d'une trentaine de fois dans des contextes divers, le terme transformation est le maître mot de son ouvrage. Mais, pour ne pas en galvauder le sens, il lui donne un contenu qui le situe au niveau des pratiques politiques menées dans ce pays depuis l'époque coloniale. Ainsi, après avoir dépeint dans le temps de pause la situation politique de la RD Congo depuis les élections de 2006, il stigmatise les causes de l'échec qu'il lie au manque de préparation du changement et à la déconsidération par les hommes politiques des réalités concrètes de la vie des populations dans l'exercice du pouvoir.
Les hommes politiques n'ayant pas eux-mêmes foi dans leurs actions, explique-t-il, cette situation crée une distance entre l'action publique et les aspirations de la population. Ce qui rend précaire l'attachement de la population aux dirigeants et aux institutions qu'ils animent. La transformation d'une nation n'est pas possible sans une vision claire des hommes politiques vis-à-vis de la destinée de leur collectivité, et sans la participation de la population à l'action. C'est à travers cette double réalité que s'explique le statu quo ou, comme le montre l'auteur, le retard et le recul que connaît la RD Congo malgré les apparences. Pour esquisser une voie de sortie de cette difficulté qui a toujours et fait encore aujourd'hui obstacle à l'avènement d'un changement politique porteur d'un meilleur avenir au Congo, l'honorable Délice Essanga en appelle à la rationalisation de l'action politique. Ni le multipartisme, ni les élections pluralistes ne vident la revendication démocratique. La participation citoyenne, à travers un réseau efficace de la société civile, le respect des droits de l'homme et la justice sont aussi nécessaires à l'essor de la démocratie. Seule la raison, dit-il, peut guider une action politique responsable et faire promouvoir la démocratie et l'état de droit. Grâce à la raison, la justice et l'ordre occupent le centre de la vie publique pour l'avènement d'un état de droit et d'elle découlent les valeurs démocratiques qui garantissent la stabilité sociale. Délice Essanga interroge et démontre à travers l'histoire et l'actualité de notre pays les fondements du délitement moral de l'action publique, géopolitique, paternalisme, clientélisme, favoritisme, corruption des principes, infantilisation de la population. Il intègre dans la raison le chemin de la reconquête à la fois du sens d'État et du devoir envers la nation congolaise, en vue de l'organisation d'une société en quête de sa transformation. La raison permet d'atteindre la vertu et parfois, elle se confond avec elle. Car insiste l'auteur, on peut avoir des bonnes institutions et des bonnes lois, mais si ceux qui les servent manquent de vertu ou les appliquent sans foi, les espérances de la population seront constamment déçues. La crise de la société congolaise, qui est souvent décrite sous ses différents aspects, est ici encore plus spécifiée comme une crise de sens. En effet, étant en perte de repères, le Congo est mobilisé sur base des antivaleurs que l'auteur décrit comme les 3 piliers de la dictature, à savoir l'ignorance, la pauvreté et la corruption. Approche intéressante qui présente ces éléments non plus comme les accidents d'un parcours ou une fatuité que les Congolais doivent assumer, mais plutôt comme des éléments de base d'une gouvernementalité instaurée par les dirigeants. Pour étayer cette hypothèse, l'honorable Délice Essanga s'appuie à la fois sur l'examen des politiques publiques menées, les pratiques politiques observées ainsi que sur des données statistiques. Son approche permet de découvrir les questions de la pauvreté, de la corruption et du niveau de l'éducation de la population sous un jour nouveau. Il estime que la démocratie, soit l'état de droit démocratique, ne peut prospérer en RD Congo et la transformation sociale advenir, si au-delà d'une réforme générale de l'État, les hommes politiques congolais ne marquent de volonté de rupture avec l'ignorance, la pauvreté et la corruption comme vecteurs de mobilisation de la population. Le procès de gouvernance et d'action politique que fait l'honorable Délice Essanga, dans ce livre vise à définir un nouveau facteur de mobilisation et un nouveau levier de l'exercice du pouvoir. À ce qu'il appelle 3 piliers de la dictature, qui, n'arrête-t-il de marteler, empêchent le progrès de ce pays, il substitue la raison comme norme de référence. Il précise que dans cette démarche, l'élite intellectuelle et les autres cadres ont une double responsabilité, celle de s'engager dans la foi et la vérité sur le chemin du changement ainsi que celle de travailler à l'avènement de la transformation de la société par l'éveil des consciences, malgré les difficultés et le sacrifice que cela implique. Pour parvenir à cet objectif, la voie est étroite et contraignante. Le Congo que promeut l'honorable Délice Essanga est celui où le citoyen n'abdique pas de ses droits et libertés au profit des élus, au contraire. Il revendique ses droits de créance sur l'action des dirigeants. Et par la lumière de ses critiques, il exerce sa propre responsabilité et rappelle en permanence les élus aux leurs. La compétence du chef, entendue ici au sens de la capacité effective de résoudre les problèmes de la population, et la responsabilité du peuple sont le gage d'une bonne démocratie. Tel est, pour lui, l'engagement à prendre pour un nouvel élan au Congo. Cet élan, tout en se fondant sur la raison, suppose le respect des valeurs démocratiques et éthiques.
Tout n'est donc pas de réfléchir. Seule, une vision claire sur le pays ne suffit pas. La République démocratique du Congo souffre depuis bien longtemps d'un déficit de volonté politique. La rigueur de la réflexion qui permet d'envisager le changement doit se nourrir davantage d'une ferme volonté d'agir effectivement et de faire mieux. C'est par là que peut passer la construction d'un Congo nouveau, transformé par l'engagement et la responsabilité des uns et des autres. Notre vœu le plus cher est que ce livre nous apprenne à agir dans la bonne direction que donne l'auteur. L'examen lucide des défis auxquels la nation est confrontée appelle de la part de chacun une action ou des actions justes pour développer notre milieu. Cardinal Laurent Monsengo PASINYA. Archevêque métropolitain de Kinshasa. Avant-propos. Le Congo va très mal. L'insécurité grandissante, la fragilité des institutions, la régression des droits et libertés des citoyens, la pauvreté et l'accentuation des inégalités sociales, le règne de l'injustice et la montée de la corruption le dépeignent encore et toujours. Les 4 ans qui ont suivi la mise en place des institutions de la Troisième République n'ont pas été mis à profit pour créer la confiance, consolider l'unité nationale et entamer des réformes qui transforment profondément la société congolaise. La crise économique et sociale de plus en plus profonde nargue un pouvoir fragile et très vulnérable qui n'est pas capable de répondre aux attentes essentielles. Ainsi, en dépit des élections, l'État congolais n'exerce pas toutes ses fonctions régaliennes ni ses attributions de puissance publique. Il peine à rétablir son autorité. Des zones de non-droit se structurent en marge de la République, tensant en permanence son autorité. Plus grave, elles menacent la cohésion nationale. Malgré tout ceci, les discours convenus voudraient que l'on constate contre les évidences les progrès qui marqueraient la marche du pays vers sa modernisation. Ce pays va mieux qu'il y a 15 ans, dit-on. Cela n'est pas moins sûr. Pour s'en convaincre, le gouvernement ne cessait d'annoncer le retrait de la mission des Nations Unies au Congo, MONUC, pour la date du 50e anniversaire de l'indépendance. En effet, la résolution 1906 du 23 décembre 2009 avait décidé de proroger le déploiement de la MONUC jusqu'au 31 mai 2010, avec l'intention de le prolonger alors de 12 mois, en attendant le rapport du secrétaire général de l'ONU sur la situation du Congo en avril 2010. Mais, en dépit des déclarations tapageuses du gouvernement sur le retrait de la MONUC le 30 juin 2010 au plus tard, le Conseil de sécurité de l'ONU a renouvelé, par sa résolution 1925 du 28 mai 2010, les termes du mandat de sa mission au Congo. À la MONUC en place depuis 10 ans, a succédé à partir du 1er juillet 2010 la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo, MONUSCO. Tout un symbole. Cette nouvelle résolution est de la même veine que les précédentes. Agissant sur pied du chapitre 7 de sa charte, le Conseil de sécurité charge principalement la MONUSCO de la protection des civils, non sans rappeler que cette responsabilité incombe au premier chef au gouvernement de la République démocratique du Congo. Tout un bilan. Car, le Conseil de sécurité s'est résolu à créer la MONUSCO1 suite à la gravité des problèmes de sécurité afin d'éviter qu'un vide sécuritaire consécutif à son retrait n'entraîne le retour de l'instabilité. Derrière la valse des acronymes, on peut ainsi déceler ce que les discours officiels ne disent pas à haute voix: le Congo est toujours instable. Il reste une menace pour la paix et la sécurité internationale. La RD Congo est un État fragile dont les attributs de souveraineté se sont effrités. Son gouvernement est dépourvu des capacités d'assurer par ses propres moyens la sécurité des biens et des personnes, de protéger le bilan territorial en défendant ses frontières, de garantir le respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire, d'amorcer le développement durable et d'assurer la continuité du cycle électoral. L'imagination lui a cruellement fait défaut pour inventer les solutions idoines et fines appropriées à ces défis. Notre système institutionnel est à la fois instable et contesté. Sa légitimité franchit difficilement le seuil de la légitimité procédurale. Du coup, l'attachement de la population aux institutions reste précaire. La raison est toute trouvée dans l'incapacité des pouvoirs publics à répondre aux attentes de la population. Il s'ensuit qu'entre l'État postcolonial hérité à l'indépendance et celui d'aujourd'hui,
façonné par nos pratiques politiques, il reste du chemin pour parvenir à un État moderne, solide et fort. Le Congo n'est pas administré. Ceux qui en tiennent les rênes connaissent les bornes de la puissance de leur glaive, elles dépassent difficilement les limites de la capitale. En 50 ans, nous ne sommes pas parvenus à créer un véritable État. Ce gouvernement encore moins. Les féodalités ethniques, tribales, provinciales, corporatistes et même mafieuses l'emprisonnent. Sous le voile fragile du cocon du discours sur l'unité nationale, survivent des réminiscences des propos que l'on croyait ensevelis, qui menacent à chaque instant de mettre à mal la survie du projet Congo. Aucun secteur de la souveraineté de l'État, sécurité, renseignement, justice, économie, finance, diplomatie, n'a été capitalisé en termes d'acquis et où le Congo excelle. Nous donnons en permanence l'image d'un amateurisme perpétuel. La crise de l'État et du leadership des institutions bloque l'expansion de la démocratie. Et elle est bloquée quand elle ne régresse pas. Cette situation de crise ne peut laisser indifférent un citoyen engagé au devenir de son pays. Elle interpelle par sa nature et sa profondeur ainsi que par ses effets sur la population congolaise. Une population marquée au coin de la déception de l'échec des promesses de changement non tenues. Cette réalité faite d'impuissance et de lâcheté produit de la révolte dans le chef de chaque Congolais, qui refuse d'admettre que le Grand Congo courbe l'échine devant l'histoire. Ceux qui croient encore à un avenir pour le Congo sont inéluctablement portés vers le désir d'agir. Une fois ce moment de révolte passé, on recherche à rattraper le temps perdu en ne laissant guère de place à des conjectures. On veut agir et très vite. C'est le temps de l'action. Or, le fil de plomb qui lie la révolte à l'action est mince, tendu et fragile. C'est ainsi qu'avant d'envisager l'action et se prémunir contre ses écueils, un temps de réflexion s'impose. Point d'état, la démocratie demeure en péril. Quel avenir donner à celle-ci si dans un contexte d'absence de réconciliation nationale et de réforme effective de l'État, l'alternance s'entend à chaque changement de régime, au prix d'un spoil system, une véritable remise à zéro du pays dans tous les domaines? Pourquoi les changements de régime et d'institutions n'induisent pas la transformation sociale dans notre pays? Mais quelle est la mesure réelle du désastre que nous vivons? Et à quel point se situe l'exigence de notre engagement pour une effective société de progrès au Congo? Je considère pour ma part que la crise de notre pays n'est pas conjoncturelle. Son archéologie révèle des couches de sédiments d'attitudes et des comportements, posés depuis l'époque coloniale et consolidés par les pratiques de nos jours. La crise est donc structurelle. Elle touche, et ce, depuis l'indépendance, nos pratiques de gouvernement. Elle affecte notre rapport à la société, ainsi que notre capacité réelle à la transformer. À l'évidence, quand on interroge les Congolais s'ils sont plus heureux aujourd'hui qu'il y a 15 ans, les plus optimistes sont pris de doute. Ballottés par une existence de plus en plus précaire, liée à l'érosion de leur pouvoir d'achat, ces Congolais sont réduits à l'attente d'un miracle divin. Aussi, emplissent-ils les innombrables églises de fortune qui envahissent nos quartiers à la recherche du salut. Véritable opium du peuple, comme le disait Karl Marx, ces églises sont devenues un rouage du pouvoir dont le rôle est de détourner l'attention de la population des questions d'intérêt public. Les autorités les instrumentalisent dans la manipulation des opinions, convainquant les Congolais de la légitimité divine de leur sort. Ce qui compte, entend-on dire, c'est la dévotion de chacun, la façon dont il prépare son salut dans l'au-delà. La promesse de ce salut allège de la sorte psychologiquement leur existence, en les déchargeant de la responsabilité de répondre aux défis d'aujourd'hui. Ceux qui n'empruntent pas cette voie s'en remettent à la providence du hasard. Ils ne considèrent plus l'action des pouvoirs publics comme un levier déterminant à la transformation de leurs conditions de vie. Ils ont perdu la foi. Le Congo n'a pas d'avenir dans une société inégalitaire, gouvernée par la violence et le refus du dialogue ainsi que de la réconciliation, où le procès de mobilisation de la population se fait à partir des leviers de la pauvreté et de la corruption, le tout baignant dans l'éthos d'une ignorance entretenue. En clair, au terme de ce cinquantenaire, le mirage de l'indépendance nationale aura vécu, emporté par le dissensus au sein de l'élite politique qui a enterré l'idée même de la démocratie au nom des intérêts géostratégiques des puissants.
L'autoritarisme de la politique de l'authenticité et du nationalisme zaïrois, comme matrice de développement, a produit un cauchemar au terme de 32 ans. L'illusion née d'une démocratisation par décret va anéantir définitivement les rêves de libération. La guerre dite de libération, 19 961-1997, a très vite reproduit la tyrannie du régime qu'il décriait et qu'il avait supplanté pendant l'avancée des troupes de l'Alliance des Forces démocratiques pour la libération, AFDL. Les élections de juillet 2006 n'ont pas été à la hauteur de l'espérance semée dans l'avènement des institutions élues. Nous continuons inexorablement à reproduire les mêmes catastrophes, que nous pouvons éviter, aliénant le sort des générations à venir. La démarche en vue de la transformation de notre pays ne consiste plus en un moment magique comme celui de l'indépendance, de la guerre de libération, ou de l'avènement d'un homme providentiel de type charismatique. Elle ne tient pas non plus à une catharsis de la légitimité qu'acquièrent les hommes politiques par les urnes. L'une des faiblesses de nos institutions et de notre démocratie réside dans l'absence d'un espace civique d'échange et de débat autour des questions d'intérêt public. On surestime le rôle formel des institutions publiques comme lieu exclusif de débat, d'échange et de décision. Pourtant, dans une société politique bien ordonnée où l'on maîtrise la conduite du changement et des transformations sociales, lorsque le politique se dérobe à ses devoirs ou les ignore, c'est à la société elle-même de s'organiser à travers des différents corps intermédiaires pour former, informer, mobiliser et sensibiliser les citoyens sur des valeurs républicaines et démocratiques. Il se crée ainsi un espace civique d'échange, de débat et de décision sur des questions d'intérêt public. À cette mission s'ajoute celle de rappeler les dirigeants à leurs devoirs. C'est à travers les associations, les partis, les syndicats, les ordres professionnels que le débat démocratique peut se nouer sur les intérêts catégoriels posés en termes politiques. Il ne s'agit nullement ici de la conception souvent tactique que l'on a de la société civile au Congo, celle de la considérer comme une partie prenante à l'exercice du pouvoir politique. Il s'agit plutôt de tout l'espace public de débat qui se structure autour des pouvoirs publics pour transformer les problèmes sociaux en questions politiques. En sollicitant l'intervention des pouvoirs publics, ces corps donnent un sens à l'action des dirigeants et renforcent les institutions politiques. J'estime que la crise du Congo est fondamentalement une crise de sens. C'est le sens à donner au projet Congo comme nation qu'il nous faut désormais trouver. Nous devons revenir en nous-mêmes, dans notre propre conscience, pour puiser la force d'envisager autrement l'avenir de notre pays. À une action politique fondée sur l'émotion, le mensonge, les apparences ainsi que le clientélisme, il convient de substituer un nouveau paradigme de gestion. Mieux, une nouvelle offre politique ayant une autre vision reposant sur des démarches tout aussi nouvelles. L'ambition première de ce livre est de penser l'avenir de la RD Congo sans s'arrêter au poncif de la crise politique, économique et sociale, et sans céder à la tentation facile de l'enthousiasme des petits pas qui renferment les grands. Il invite à ne pas se laisser emporter par l'empathie futuriste qui, en 10 ans, ferait passer sans transition une économie en faillite de la phase de stabilisation à une économie émergente sans en avoir consolidé les bases par un processus durable de reconstruction et de développement. Ce qui me préoccupe, c'est la place de la raison ou de son exercice dans la gestion de la République démocratique du Congo en ce 3e millénaire. Je reconnais qu'évoquer la raison dans l'action politique au Congo, c'est un pari difficile tant il est vrai que depuis l'indépendance, toute l'action politique et sociale est vue non sous l'angle de sa finalité dans la transformation de la société, mais plutôt sous l'optique exclusive de la circulation du pouvoir d'une caste à l'autre. Ce livre que je publie en ce moment particulier de notre histoire, se veut un appel à l'engagement et à la participation de tout Congolais pour changer notre pays. Il se fonde sur l'histoire de notre pays, mes expériences de citoyen engagé dans la vie militante, des diverses fonctions que j'ai exercées ainsi que sur mes tournées à l'intérieur du pays dans le cadre de la consolidation des sections locales de l'Envol. Il est fait d'étonnements, des déceptions, des espérances et des convictions que nous partageons avec des compatriotes et des amis du Congo soucieux de son avenir. Il indique enfin la voie, sans doute étroite et exigeante de raison, et de la raison, par laquelle nous pouvons entreprendre un nouveau projet pour le Congo. Un Congo qui se relève,
quitte les sentiers de la propagande et tire les leçons du passé pour se choisir une destinée en jetant des ponts durables avec les générations futures. Delhi SESANGA HIPUNGU Jaka. Kinshasa, le 26 juin 2010. Un Conseil de sécurité de l'ONU, SRES 1925-2010. Le temps d'une pause. À 15 mois de la fin de la première législature, 7. 2006-7. 2011, de la Troisième République, il est opportun de s'arrêter un instant pour dresser un bilan sur l'avancée de l'idée démocratique comme principe d'organisation de l'espace politique et social congolais. L'instauration d'un régime visant à donner une plus grande liberté au plus grand nombre a été la forme de vie politique voulue par les Congolais. Lors des consultations populaires organisées de janvier à avril 1990 par le président Mobutu, cette option était apparue comme le consensus minimum de toutes les revendications politiques. Elle n'a jamais été démentie depuis, au cours des différents forums et consultations politiques quant à l'attachement du peuple congolais à cette promesse de liberté. Cette option devait conduire à l'éclosion d'un régime délesté de toute violence, qui reconnaît le pluralisme d'opinion et protège les minorités politiques et sociales. Ce régime était censé garantir le mieux-être de tous en faisant régner l'ordre par le droit. Qu'en est-il aujourd'hui ? 16 années séparent la proclamation de la fin de la Deuxième République et les élections de juillet 2006. Entre-temps, le régime du président Mobutu a implosé. 16 ans, c'est aussi l'âge de l'adolescence de cette démocratie. Les protagonistes de l'espace politique ont changé. Aux survivants de la Deuxième République, se sont ajoutés des nouveaux acteurs apparus dans le sillage des années de guerre civile, 19 961 1997 et 1998 à 2001, et sortis des entrailles des élections générales de 2006. Le moins qu'on puisse dire est que la transition ouverte le 24 avril 1990 aura été longue. Elle a néanmoins permis l'éclosion de certaines libertés publiques, même si elle a aussi vu le détournement et l'accaparement de l'idéal démocratique par la classe politique. L'installation des institutions élues en juillet 2006 s'est lue dans un premier temps comme le progrès politique le plus significatif de ces 3 dernières décennies. Ces institutions auront marqué l'aboutissement des revendications pour une société pluraliste et démocratique, dont la légitimité procédurale a abouti au choix par les Congolais de leurs représentants. L'orage électoral passé, il a emporté avec lui l'euphorie et les cris de la campagne. Depuis lors, le désenchantement et la solitude ont empli les esprits et les cœurs des démocrates dépités par une pratique indigente de la démocratie dans une république qui reste à inventer. Sous les repères de la Troisième République. Le début de la Troisième République s'ouvre avec l'installation de l'Assemblée nationale en septembre 2006. Le 6 décembre de la même année, Joseph Kabila, au pouvoir depuis 2001 et premier président de la République élu au suffrage universel direct dans une élection pluraliste, prête serment pour un mandat de 5 ans. 6 jours auparavant, soit le 30 novembre, il avait désigné le secrétaire général du PALU4, Antoine Gizenga, comme informateur avant de le nommer formateur du gouvernement. Les provinces ont désormais leurs assemblées et leurs gouverneurs élus. Elles jouissent de la libre administration de leurs affaires par un gouvernement provincial. Sur pied de la Constitution, elles sont transformées en véritables forteresses politiques, contrepoids du pouvoir exécutif central, bien plus que ne le sont l'Assemblée nationale et le Sénat réunis. Le Sénat, dernière institution déployée, a été installé le 11 mai 2007 avec l'élection de son bureau. À partir de cette date, la Constitution prévoit 3 ans pour passer le nombre des provinces de 11 à 26. En attendant le partage des dépouilles 5, le décor du nouveau pouvoir est planté. Les tenants de la majorité parlementaire, conduits par le président de la République, se cristallisent autour de son parti, le PPRD6. Ils tiennent en sus 10 provinces et depuis la chute en novembre 2009 de l'Équateur entre les mains de la majorité, ils tiennent toutes les 11 provinces du pays. Pour une première expérience démocratique, le Congo a produit un pouvoir absolu et monolithique au point que les éditoriaux annoncent désormais, à grand renfort de propagande, pour 2011 une bataille électorale asexuée réduite à la bataille au sein de la majorité.
L'opposition réduite en position ultra-minoritaire dans les institutions, recluse dans l'unique gouvernorat de l'Équateur jusque fin 2009, affronte une majorité dominante, gonflée par les alliances post-électorales. Les candidats ayant conduit leur campagne électorale dans un camp politique, élus sur cette base, ont changé de tendance politique après leur élection, en s'alignant sous des couleurs des vainqueurs. Ces alliances favorisées par le mode de scrutin proportionnel intégral, sont dopées par la politique du ventre sept et par la propension des vainqueurs à contourner les tendances issues du suffrage universel. Nkento Lumba 8 a donc raison de dire que le politique africain est dominé, sinon déterminé par la logique de l'estomac. En Afrique, poursuit-il, la fonction politique est le chemin le plus court vers un enrichissement aussi facile qu'éphémère. Le politique africain dont la conscience se plie de façon patente ou latente aux exigences de la substance biologique vit en permanence comme un éternel affamé. Il est dans l'impossibilité de travailler et de mourir, pour que l'avenir soit différent du présent. Ainsi, on a pu observer que les élus de 2006 qui ont pour certains multiplié leurs revenus par 25, de $200 américains à $5000 américains, n'ont jamais renforcé ni leur conscience, ni leur probité ni leur volonté. Bien au contraire. Les appétits toujours croissants de la logique de la République restaurant, les ont supplantés. Redoutant la traversée du désert, beaucoup de membres de la minorité désertent déjà les rangs clairsemés de l'opposition et se rendent à la majorité, armes et bagages. Cette migration a lieu après le deuxième tour de la présidentielle, dans l'unique optique de rentabiliser financièrement leur mandat par une fonction exécutive. Les renoncements de l'opposition. 4 ans plus tard, la situation du Congo et des Congolais reste précaire. En effet, malgré des élections, ce Congo est demeuré le même, sans armée, sans police, sans justice et sans administration civile centrale et locale. C'est un pays désarticulé et ingouverné. Il a tout d'une entité chaotique ingouvernable 9. Le quotidien Le Potentiel titrait en novembre 2009 « Attention à l'implosion sociale ». Hausse des prix, multiplicité des taxes 10. Déjà en juillet 2007, je ne ménageais pas les mots dans une tribune parue dans le même quotidien 11 pour fustiger l'immobilisme et dénoncer l'indolence du gouvernement et de sa majorité face aux problèmes majeurs de la nation. Faisant suite à cette tribune, je décide d'interpeller le Premier ministre à l'Assemblée nationale. Nous sommes le 20 mars 2008. 4 jours plus tôt, à la conférence des présidents de l'Assemblée nationale, lorsque je présente mon initiative, pris de court sans mot d'ordre, tous les groupes parlementaires sauf le MLC et le PALU, adoptent le principe de l'interpellation. En dépit de cette unanimité spontanée preuve que l'initiative était fondée, celle-ci échoue. Et pour cause. La collusion d'intérêts convergents d'une majorité sonnée par le poids des responsabilités, devenue impotente et d'une opposition sans boussole, déroutée par l'échec électoral de 2006, réduite depuis à l'indigence d'une gestion au quotidien du débat démocratique, a eu raison de mon audace. Pour les uns, la personnalité du Premier ministre, Antoine Gizenga, auréolé affectueusement du sobriquet de patriarche, ne pouvait, eu égard à son âge, plus de 80 ans, être soumise à cet exercice éprouvant, quoique démocratique et constitutionnel. Quant aux autres, en particulier ceux de mon propre groupe parlementaire, le MLC, ils ne voyaient pas de profit direct à la chute éventuelle du gouvernement Gizenga. Comme si l'exercice des droits constitutionnels de contrôle du législatif sur l'exécutif ne se concevait que dans l'optique d'un gain matériel ou de positionnement de l'opposition. Chose rare dans une démocratie parlementaire, des députés de l'opposition sont montés au créneau pour défendre le gouvernement. Plus tard, on reverra ces mêmes élus de l'opposition prendre en septembre 2009 la défense du Premier ministre Adolphe Musito, contre une motion de défiance initiée par un autre député de l'opposition. Je vis alors le groupe MLC négocier le retrait de l'interpellation. On fit croire au sénateur Jean-Pierre Bemba qu'en la retirant, son retour pourrait être facilité. Il bénéficierait de la sorte de l'extension de l'amnistie en cours de discussion aux événements de mars 2007. Quelle turpitude! Je dis au sénateur Jean-Pierre Bemba que ce marchandage pour le moins burlesque et antidémocratique était un marché des dupes. L'opinion générale n'hésita pas à tourner en dérision les revendications du MLC.
Je continuais pour ma part à penser que son retour n'était ni une question judiciaire, ni une question d'ultimatum. En effet, il ne devait en aucun cas pousser notre propre camp au renoncement des prérogatives constitutionnelles de contrôle du gouvernement. Rien à faire. Le MLC fit mettre sous les boisseaux l'interpellation en prenant l'engagement illusoire de la représenter dans les 3 mois pour laisser, dans l'entretemps, l'initiative à la majorité de prendre sa responsabilité en démissionnant le Premier ministre. Si l'opposition tint sa parole, la majorité ne fit jamais de même. Pourquoi d'ailleurs ? Parce que rien ne l'y contraignait. Rendue maître des temps, elle choisit les circonstances de ce départ. Le patriarche décida du moment en remettant sa démission au chef de l'État le jeudi 25 septembre 2008. Dès le départ, personne ne se doutait de l'issue du marché conclu. Rien de ce qui a été convenu en faveur de l'opposition ou de Jean-Pierre Bemba n'a été réalisé. Toutefois, en inscrivant le retour de notre leader dans ce registre, la direction du MLC prit une double responsabilité. D'abord, celle de la banalisation de son cas pour en faire une question insurrectionnelle et judiciaire. Ce qui maladroitement a mené de l'eau au moulin de ses pourfendeurs. Ensuite, cette attitude a créé un précédent, celui d'user des manœuvres de procédure et d'argutie juridique pour bloquer le contrôle du chef de gouvernement. Il sera démontré largement par la suite que s'en servant pendant 4 ans sur les 5 de la législature, le chef de gouvernement a joui d'une immunité de fait consacrée par le renoncement de l'opposition. On peut ainsi comprendre que le gouvernement n'ait jamais essuyé une seule motion de censure en 4 ans, alors que les errements de son action sont légion. Je remarque que cette attitude nous a coûté notre crédibilité auprès de nos électeurs en particulier, et de la population en général. Avec l'onction du bureau de l'Assemblée nationale qu'elle contrôle, la majorité eut même le culot d'affirmer contre la lettre de la Constitution que la motion de défiance n'était pas recevable contre le Premier ministre. Cette position étrange est en flagrante contradiction avec la lettre de notre loi fondamentale, ainsi que la jurisprudence de la Cour suprême. Celle-ci, statuant comme Cour constitutionnelle, a toujours admis à bon droit sur base des mêmes dispositions constitutionnelles. Art. 146. La recevabilité de la motion de défiance contre les gouverneurs de province. Saisie en interprétation, la Cour suprême n'a pas osé se dédire. Renonçant à pécher par action, elle a choisi de pécher par omission en participant par son silence à la violation de la Constitution dont elle est censée garantir le respect. C'est ainsi que se meurt le rêve d'un État de droit par l'œuvre combinée de toutes les institutions. La leçon à tirer de cette expérience, au-delà des querelles des chapelles, fut donc le renoncement exprès de l'opposition à user des moyens constitutionnels pour contraindre la majorité et le gouvernement à rendre compte. Le précédent était trop fort en signification. Et, cela a donné cours à la pratique. Notons aussi que plus tard, lorsque ma motion contre Antoine Gizenga fut déjà retirée, Adolphe Musito, ministre du Budget et successeur d'Antoine Gizenga, me fit part de son étonnement de voir qu'un député de l'opposition exige des comptes sur l'exécution d'un programme de gouvernement que son groupe a par principe rejeté. Cette prérogative revenait, selon lui, à la seule majorité. Je ne partage pas naturellement ce point de vue, dont la logique aboutit à privatiser l'État au seul service des intérêts partisans de la majorité. Dès lors qu'un gouvernement est investi, il doit répondre de ses actes et de ses engagements devant la représentation nationale sans distinguer la majorité de l'opposition. Je constatais néanmoins la proximité des points de vue entre l'approche défensive du PALU, par ailleurs compréhensible, et la posture de renoncement de l'opposition et du MLC en particulier, au demeurant inexplicable pour le premier parti de l'opposition. J'en conclus que sur la voie de la réalisation du mouvement démocratique, il faut l'avouer, il reste du chemin à faire au Congo. Les responsabilités de la majorité. S'il reste du chemin sur la voie de la construction démocratique, on ne peut cependant manquer d'interroger la manière dont le pouvoir de Joseph Kabila a exercé son autorité au service des engagements librement pris lors de la campagne électorale. Comment ces différents gouvernements les ont honorés, après les avoir réaffirmés devant l'Assemblée nationale, lors de leurs investitures successives? À cet égard,
La majorité par le Premier ministre XII et chef du gouvernement avait stigmatisé le démantèlement des piliers essentiels du pouvoir étatique, le manque de rigueur dans la gestion des ressources financières et économiques, l'érosion monétaire due à la gestion irresponsable des finances publiques et de la monnaie ainsi que du pillage et de l'exploitation de ressources naturelles. Il avait aussi jugé sans détour que tout cela n'était ni le résultat des erreurs, ni de l'incapacité des dirigeants, mais les conséquences d'une œuvre de destruction et de spoliation des régimes de domination, qui affaiblit un peuple en lui enlevant tous les droits. Ce jugement posé, on s'attendait à ce que la majorité au pouvoir décline sa stratégie pour inverser la tendance. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.